Je mets juste la présentation pour le docteur Gauthier, Ouais, c'est la bien. dernière version. Donc je vous laisse vous installer. On va commencer la troisième session. Donc troisième session modérée par le docteur Claire Toubin, qui est gynécologue obstétricienne au CHU de Besançon, et le docteur Yacoub, qui est une locale en fait, qui est gynécologue obstétricienne à Beaune. Oui, le docteur Lévesque, elle est là. Tu as déjà mis ta présentation ? Bonjour à tous. Donc, je vais introduire notre collègue Christine Lévesque qui nous vient d'Aix-en-Provence et qui va présenter la mise en place d'un programme d'ETP, notamment avec l'expérience qu'ils ont à Aix. Merci. Donc, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs du congrès et surtout le docteur Joyeux, donc avec lequel on travaille dans l'association Convergence PP, qui est une société scientifique de douleurs pelviennes et périnéales, et c'est ce qui nous a motivés vraiment de développer ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, voilà, donc je travaille à Aix-en-Provence et je suis chirurgien gynéco dans une unité d'endométriose et de douleurs pelviennes. Attendez. Donc déjà, pourquoi créer un programme dédié à l'endométriose? On se posait vraiment la question. Initialement, en fait, on voulait le créer sur la prise en charge de la douleur pelvienne, périnale chronique, parce que finalement, les problématiques et les symptômes sur lesquels les patientes sont souvent confrontées sont celles-là, dans leur quotidien, et c'est ce qui invalide vraiment leur vie. Donc on voulait vraiment orienter ce sujet là-dessus. La réponse de l'ARS a été non, en fait, la douleur pelvienne, ce n'est pas une maladie, et donc du coup, il nous faut une maladie pour créer un programme d'éducation. Et comme à ce moment-là, nous on l'a créé maintenant il y a 4-5 ans, l'endométriose commençait à émerger, on s'est dit on va l'étiqueter endométriose, mais bien sûr on a aussi beaucoup de patientes qui n'ont pas forcément été toutes opérées. Donc le constat, c'était au moins 5-18% des femmes, un constat vraiment quotidien avec des patientes qui sont complètement épuisées, démoralisées, une errance diagnostique avec peu de centres, des patientes vraiment en colère, donc qui rendent difficile en fait la prise en charge quand on les voit, surtout sur des mots qu'elles ont pu entendre dans leur parcours. Des patients qui sont parfois non motivés, qui attendent vraiment que ça vienne du médecin, peu de centres encore, et puis ils sont dans l'incompréhension. Les réseaux sociaux donnent beaucoup de fausses croyances. Les programmes lourds de la pluridisciplinarité nécessitent vraiment du temps, etc. Donc on a vraiment des patients qui sont difficiles et parfois insatisfaits, même quand il y a une amélioration. Donc ça, c'était vraiment une des difficultés, une des raisons pour laquelle j'ai souhaité commencer par mettre en place. Et puis il y avait un autre constat, c'est le constat des praticiens en fait. Donc je disais, mais pourquoi moi quand j'ai commencé à vouloir m'occuper de la douleur pelvienne chronique, on me dit, je comprends pas Christine, c'est hyper chronophage, toi tu es chirurgien, ça n'a rien à voir, c'est pas notre métier. Et en fait, moi je reste persuadée que si on est capable de prendre en charge la douleur pelvienne, bien sûr à notre point de vue et à notre niveau de chirurgien gynéco, et bien en fait notre chirurgie est quand même plus optimisée, puisque nos patientes après nos chirurgies, elles vont encore mieux que si elles ne l'avaient pas eu. Donc je pense que ça fait aussi partie de nous, en tant que gynécologue, chirurgien gynécologue ou sage-femme, ou même en fait autres praticiens, de prendre en charge en fait ces symptômes. Donc j'avais fait un mur de mots en disant pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas envie de vous occuper des patients de douleurs chroniques. Ben voilà, ça prend du temps, c'est difficile, c'est des patients qui sont mécontents. Nous on préfère convertir une consultation, conversion, bloc opératoire, programmation, voilà. Mais ça reste quand même un petit peu intéressant, voilà. Et puis c'est des patients qui posent plein de questions, ils arrivent avec des dossiers comme ça, ils vous croient jamais, etc. Voilà. Et puis il n'y a pas de réseau, quand je voulais envoyer un kiné, il n'y a pas de kiné, etc. Et puis coordonner une équipe, il faut être plusieurs, c'est compliqué. Oui, en fait, c'est une réalité, c'est compliqué, mais le vrai besoin de la population, il est là quand même. Donc c'était vraiment cette prise de conscience qui nous a menés à faire ça. Donc avec un système médical qui très très hyper spécialisé, fixé sur un organe et pas sur une affection chronique. Hein. Aujourd'hui, on va en opposition. Hein. Les patientes, elles veulent un diagnostic d'endométriose, mais pas parce qu'elles veulent le diagnostic d'endométriose, c'est parce que le médecin sait traiter une endométriose.
il ne sait traiter une maladie, mais pas forcément un patient. Et finalement, c'est ça le message à donner, c'est de se dire, en fait, pourquoi on va toujours chercher l'endométriose et on ne va pas essayer de voir plutôt la globalité. Donc, ça nécessite comme de redonner de la physiologie au corps et à l'esprit avec une dynamique et une meilleure hygiène de vie. Donc, notre objectif reste l'amélioration, la qualité de vie des patients, puisque soigner, c'est quand même avant tout soulager. Et puis, finalement, dans ma recherche et ma quête, je suis arrivée donc, dans ce centre avec des gens qui étaient en pluridisciplinarité. On était quand même tous passionnés, donc évidemment par la santé de la femme. Et on avait besoin en fait d'un lieu et d'une vision globale et humaine du soin. En fait, souvent, c'est ce qui est donc pour avoir fait l'expérience, c'est difficile de réunir dans un même toit des gens qui ont une expertise, des passions communes et qui sont en capacité de partager aussi leurs moyens. Donc c'est pas évident et en fait vaut mieux dans la qualité des soins qu'on peut amener plutôt créer des réseaux de gens sans forcément essayer d'être toujours sur les mêmes locaux, mais plutôt de créer des liens et des réseaux avec des gens qui sont passionnés, avec une expertise et qui vont avoir envie de se former. Et en fait, la collaboration, elle se fait beaucoup plus facilement, plutôt qu'un petit peu, quelquefois, je voyais à l'hôpital, on essayait de coordonner des équipes qui n'avaient pas du tout envie de travailler ensemble. Ils avaient juste la même chose, ils travaillaient sur la même unité de lieu. Donc, on s'était dit, OK, on est plusieurs experts, on a envie de bosser sur un sujet. Et bien, effectivement, l'éducation thérapeutique nous permettait de souder et de concrétiser ce souhait-là. Et puis, pour faire ça, il fallait aussi remettre le patient au centre du traitement, donc avec cette équipe pluri, proposer une médecine intégrative, dans l'objectif de vraiment de cette qualité de vie et de la survie, parce qu'on fait aussi de l'oncologie, redonner en fait une responsabilisation aux patientes, et donc l'éducation était évidemment un des sujets principaux. Donc les principes de l'éducation thérapeutique, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait de permettre aux patients d'acquérir ou de maintenir en fait des compétences pour gérer sa maladie chronique, d'accord? Donc vous allez lui donner des outils, des compétences, des connaissances, en fait, pour qu'il devienne autonome. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, ça prend du temps, c'est des patients qui ont beaucoup de questions, et finalement, pendant ces 2 jours, on va répondre à ces questions-là. Et donc, ça va permettre aussi qu'ils se saisissent des outils dont ils ont besoin. Et souvent, ils sont bien plus en capacité que vous, praticiens, de savoir de ce dont ils ont besoin à partir du moment où vous leur avez donné les connaissances. Donc, vraiment, c'est l'acquisition de cette compétence d'adaptation pour ces patients atteints de maladies chroniques. Pas d'âge. Donc, alors, c'est vrai que nous, on a mis dans le TP endométriose, on n'a pas mis les adolescentes parce qu'on trouvait ça difficile de mettre les adolescentes avec les patientes qui étaient infertiles ou à qui on avait enlevé des tubes digestifs, etc. Donc, on est en train de créer un parcours différent pour l'adolescente. Donc, le principe, c'est quoi? C'est des ateliers gratuits, d'accord, de formation. Les patients n'ont pas besoin d'être suivis chez moi ou par moi et ils doivent être en général diagnostiqués. Donc, c'est comment ça se passe? On a une infirmière de coordination qui présente, donc, qui fait un bilan éducatif partagé, d'accord? Donc, c'est-à-dire, elle fait un premier bilan, elle reprend les connaissances en fait du patient. Ensuite, elle lui dit, OK, donc, dans vos connaissances, je pense, dans votre maladie, vous auriez besoin de tel atelier, tel atelier, tel atelier. Et ensuite, il y a un petit quiz, comme les formations continues, un bilan final pour savoir, en fait, si elle a bien pris conscience de ses compétences. Si ce n'est pas le cas, elle peut refaire des ateliers. Donc ça, c'est important. Donc quel type d'atelier on a? Nous, on en a de plusieurs sortes. Donc c'est vraiment l'explication de la physiopathe, souvent des mécanismes de la douleur, pourquoi elles ont mal, les traitements, donc gros sujet sur les traitements, pourquoi on prend un traitement hormonal, non, le traitement hormonal, ce n'est pas dangereux pour la fertilité, etc. Et puis aussi beaucoup d'ateliers sur la gestion du stress, la gestion de la fatigue chronique, donc qui sont faits par nous, on a une patiente experte qui le fait, qui est une référente en domaine, qui est très très bien, et donc de l'art-thérapie, et aussi un atelier sur la sexo. Donc on a pas mal d'ateliers. On fait ça donc dans une grande salle. On a aussi des petites salles qui sont dédiées. Et comment on le crée? Donc ça, c'est la grosse difficulté, en fait. Il y a l'intention, puis après, il y a encore la conversion. C'est effectivement, il faut trouver une équipe pluri. Donc on est encore d'accord, on n'est pas obligé de travailler tous sur le même lieu. Il faut se former, donc 40 heures de formation dédiée. Aujourd'hui, ils ont un peu restreint, donc chaque praticien doit être formé. Et donc, il faut quand même un coordinateur. Donc voilà.
il faut donc ce que vous pouvez faire déjà autour de vous, c'est faire un état des lieux des gens qui sont dans votre entourage, qui travaillent déjà en réseau avec vous, s'ils sont motivés donc pour réaliser ça. Ensuite, c'est trouver un coordinateur, donc quelqu'un qui a un management plutôt collectif, donc voilà, pour essayer de rendre plus fluides les choses. Et puis après, il faut que chacun se forme. Donc en fait, ça peut être soit un hôpital, une clinique, une association, une filière de soins, donc ça peut être tout à fait le réseau, des maisons de santé. Vous déposez un dossier à l'ARS, on répond dans les 2 mois, et puis ensuite il y a un financement ou non, une réponse qui va être faite. Donc en fait, on reçoit à peu près 300 € par patient pour tout le programme. Donc chez nous, c'est la clinique qui reçoit l'argent et qui finance l'infirmière de coordination. Il y a des outils pour créer votre parcours. Aujourd'hui, nous, quand on a commencé, il n'y avait rien. Nous, on a participé à la création du référentiel national. Donc maintenant, en fait, c'est assez codifié. Il y a des outils, le contenu, l'algorithme. Donc on a quand même pas mal mâché les choses. Il y a en plus plein de mallettes qui sont faites donc, pour des outils pédagogiques. Parce que l'idée, c'est pas de faire des cours, c'est vraiment de faire quelque chose d'interactif où vous allez discuter avec le patient, les mettre en situation, etc. Donc nous, on était le 2e programme en France. Aujourd'hui, en PACA, il y a Saint-Joseph aussi qui a rejoint, et puis le pôle Saint-Jean à Cannes, qui sont là. Donc notre équipe, vous la connaissez. Nous, c'est sur 2 journées non consécutives. C'est de 9h à 18h. Il y a à peu près 11 ateliers répartis sur les 2 jours. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des petits groupes chez nous. Comme elles vont se voir plusieurs fois, souvent elles créent des groupes WhatsApp en fait, entre patientes. Et donc ça, c'est pas mal. Par contre, effectivement, nous, le fait que ce soit sur des journées consécutives, l'inconvénient, c'est que parfois, elles ont trop mal pour venir. Donc ça, et c'est pas facile de se libérer une journée complète. Donc versus les autres ETP, ils peuvent avoir sur des soirées, plusieurs soirées dans le mois, des ateliers différents. Après, donc c'est plutôt des problématiques organisationnelles. Pour que votre OTP fonctionne, en fait, évidemment, il y a plein de patients qui sont intéressés. Quand on en parle, c'est génial. Mais en fait, l'atout majeur, c'est la communication. Donc, nous, on a une HDJ, donc une hospitalisation de jour, la consultation, les réunions de concertation, chacune doit avoir une ETP. Donc là, vous avez plein de patients. À chaque fois, en fait, elles doivent avoir leur compte-rendu avec un flyer de l'ETP. Les réseaux sociaux sont importants. Les sites Internet, donc sur le réseau, etc. Donc, vraiment, il y a plein de choses à réaliser. Et donc, ce qu'on a appris, donc là, on avait fait des petites vidéos. Justement, c'était, en tous les cas, moi, en tant que praticien, c'était vraiment de mieux comprendre leurs besoins. C'est mieux comprendre aussi comment communiquer en fait avec ces patientes qui nous posent des difficultés au quotidien, parce que ça vient aussi confronter, quand le message passe pas, nous confronter nous-mêmes en fait à nos difficultés en fait, pourquoi on n'arrive pas à bien passer le message, etc. Et donc comment le faire. Et donc elle nous enseigne quand même, voilà, qu'il faut laisser ouvert les possibilités, qu'il faut être tolérant, etc. Et que être tolérant, ça ne veut pas dire être laxiste. Être tolérant, ça veut dire respecter en fait la temporalité du malade à un instant donné. Et c'est pas parce que aujourd'hui il n'a pas envie de contraception hormonale, mais qu'il a entendu votre message et qu'il ne le prend pas, qu'il est contre vous. En fait, il n'est pas contre vous. Il est à ce moment-là pas prêt à entendre le message et peut-être en fait le réitérer à des périodes différentes. Alors l'éducation thérapeutique dans le cadre de l'endométriose, ça permet aux patients de mieux comprendre sa pathologie. Et puis ce sont des cadres qui sont différents d'une consultation. C'est vrai que nos consultations, elles vont durer très peu de temps avec beaucoup d'informations à digérer pour le malade. J'aimerais que les ETP se développent davantage. Je trouve que c'est intéressant d'informer et de former les patientes à leur maladie à grande échelle, de manière à leur donner des clés d'évolution, de perspective, d'approches thérapeutiques auxquelles elles n'auraient pas pensé. C'est une manière de former les patientes, de les faire se rencontrer aussi, d'éviter qu'elles se sentent seules. Voilà, c'est une approche que je trouve dynamique et vraiment porteuse.
Et puis on se rend compte en fait que quand le malade est éduqué à être plus autonome, il va pouvoir en fait plus facilement se mobiliser et progresser vers une amélioration de sa qualité de vie. On se retrouve dans un lieu où il y a plusieurs participantes qui ont des points communs et qui vont échanger sur leur vie, sur la vision qu'elles ont par rapport à leur pathologie. Moi, j'en suis ravie parce que donner le plus possible des informations à nos patientes, on sait que c'est la seule chose qui effectivement marche dans les problèmes de douleurs chroniques. Et donc ça permet vraiment un groupe d'échange où tout le monde va pouvoir échanger dans un milieu sans tabou. Et finalement, c'est ce qui ne peut pas vraiment se faire avec juste un praticien, alors que là, il y a vraiment une synergie de groupe. Et après, je vous avais mis aussi quelques petits témoignages parce qu'effectivement, on a compris que c'était enrichissant pour nous praticiens, que ça nous permettait de fédérer les équipes. Et voilà, il y a des petits témoignages de patientes par rapport à leur vécu. D'avoir concrètement un plan d'action, des témoignages avec les unes les autres, de qu'est-ce qu'on peut aménager dans sa vie, c'est hyper enrichissant et ça me fait énormément de bien. Et ça me donne espoir, ça me réconforte. Ça m'a apporté beaucoup de force, dans le sens où déjà je me sens super forte de venir et de participer toute une journée, deuxième journée et tout. Je me sens vraiment fière de moi. Et aussi du courage, parce que je vois qu'il y a différents parcours. Ils ne sont pas tous comme le mien et que ça peut s'arranger aussi. Donc ça fait vraiment du bien, et puis aussi de voir d'autres femmes qui sont aussi fortes et aussi courageuses, et d'entendre tout leur parcours, ça donne beaucoup de soutien et de réconfort en fait. Et puis j'ai rencontré des femmes superbes, alors voilà. Donc voilà. Et en fait, là, on a un projet en cours parce que j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de mener des programmes d'éducation thérapeutique. C'est pas que valoriser en fait ce que vous faites et faire de la communication pour que les patients viennent en fait endométriosiques et encore convertir en chirurgie. Non, c'est vraiment, ça nous apporte quelque chose d'autre. Et notamment, on est en train de créer un projet PETAL, un PHRC, avec le centre hospitalier Émilie Roux pour justement valider que le fait de mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique au centre des prises en charge d'endométriose va optimiser la qualité de vie. Donc on espère pouvoir valider ça. Donc voilà. Donc effectivement, la prise en charge pluri, elle est incontournable aujourd'hui. Je pense que tout le monde l'a compris. Que l'objectif, c'est vraiment que les patientes aient une meilleure qualité de vie. Il faut qu'elles soient autonomes. Et la qualité de vie, ça passe par de la responsabilité, de l'autonomisation. On n'est pas des doudous pour elles. Et donc l'éducation thérapeutique va permettre de leur proposer ça et de souder aussi les équipes, qu'elles soient sur des lieux différents ou des lieux uniques, si vous avez la chance d'avoir ça. Donc voilà. Merci Christine de nous avoir fait partager ton expérience de la mise en place d'un programme d'ETP. Effectivement, j'ai personnellement trouvé ça très intéressant. Vous avez eu combien de patients jusque-là intégrés dans vos programmes ? On en a eu 150. Ah oui. Ok. Et on va peut-être passer aux questions d'emblée. Est-ce que dans l'assistance, il y a des questions pour le docteur Lévesque ? Moi, j'en ai une. Ça donne vraiment envie, ce programme. On a envie de tous ramener la bonne idée chez nous. Dans une semaine, ça te prend combien de temps, du coup, au niveau... Tu participes à des ateliers, tu t'en animes combien ? Donc nous, comme on avait décidé de le faire sur des journées consécutives, ça nous prend... il y a 4 sessions de 2 jours. Ouais. Donc voilà, on met à peu près entre 15 et 20 malades par session. Donc moi, ça me prend, je sais pas, je fais un atelier par session, donc 4 fois dans l'année, quoi. Okay. Donc un atelier d'1 heure à peu près ? Ouais, 1 heure ou 1 heure et demie. Oui. Ce qui a pris du temps, c'était la mise en place. Ouais. Bonjour, je suis sage-femme à Metz et je suis référente du parcours patiente endométriose et on est en train d'essayer de monter
une ETP endométriose en même temps qu'une HDJ endométriose. Donc on est en plein dedans là. On est un peu. Je voudrais savoir comment vous avez décidé de faire 2 jours plutôt que de faire 2 heures tous les 15 jours, par exemple. Est-ce que les patientes sont plus assidues si c'est 2 jours? Est-ce qu'elles arrivent à se libérer 2 jours? C'est un petit peu ça. Est-ce qu'elles sont en arrêt de travail? Parce que pour celles qui travaillent, c'est compliqué. Pour vous donner le retour d'expérience qu'on avait eu la journée du réseau Endopaca, Nice, ma collègue Émilie Piquet, elle a monté un programme de TP qui, elle, n'est pas sur des journées consécutives, mais plutôt sur des ateliers le soir. J'ai l'impression qu'elle a plus de facilité à mettre un plus grand nombre de gens qui vont rentrer dans son parcours. Par contre, moins qui vont le terminer. Parce qu'en fait, du coup, les gens, il faut qu'ils viennent 3 fois pour valider leurs 3 ateliers. Et donc, ils font 1 fois, 2 fois, pas forcément 3. Alors que nous, c'est vrai qu'on va peut-être avoir moins de patientes. Eux, ils vont avoir un flux d'entrée rapide, mais qui vont finir à peu près identique. Et nous, on va avoir, en fait, les patientes qui vont commencer, elles vont terminer. Mais alors, du coup, toutes vos patientes assistent à tous les ateliers? Il n'y a pas de non, parce qu'en fait, c'est 2 jours consécutifs, mais comme on a quand même beaucoup d'ateliers, elles ne font pas les 11 ateliers. Elles sont pas forcément... Non, elles ne font pas forcément déjà toutes les... Elles peuvent rester que le matin, en fonction de leurs besoins. Il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'elles se libéraient au moins 2 jours. Très bien, merci. Elles sont en arrêt de travail? Ça, c'est vrai que je ne sais pas trop. C'est des questions... Après, on peut leur donner un bon de passage, quoi, mais je ne sais pas si elles sont toutes en arrêt. Et donc, pour que vous soyez rémunéré, il faut que la patiente puisse assister à combien d'ateliers au minimum? 3. 3. Ouais. Alors nous, c'est notre gros projet, d'essayer de monter un ETP endométriose dans la Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi, pour prendre un peu l'idée. On est à fond dans l'ETP, on a été plusieurs médecins et sages-femmes à se former. Ça nous paraît un peu flou au début. Sur les locaux, par exemple, vous êtes dans la clinique, vous êtes dans les locaux à côté, comment vous faites? On est dans cette maison-là, on est là. Dans cette maison, et en fait, au sous-sol, il y a 2 grandes salles de réunion. Mais c'est quoi cette maison? Cette maison, elle est juste en face de la clinique. D'accord. Donc c'est juste en face de la clinique. Donc on a juste une rue à traverser. Donc souvent, soit elle déjeune. Alors quand on arrive à avoir, donc voilà. Donc soit elle déjeune à la clinique, ou soit c'est là. Mais sinon, en fait, c'est un bâtiment qui appartient à la clinique. Et est-ce que vous ouvrez aux conjoints? Alors justement, en fait, on va essayer, alors ça c'est plutôt, nous on essaie de le faire maintenant, sur des ateliers un peu différents, mais peut-être effectivement on va plutôt proposer une formule le soir, pour que les 2 puissent se libérer, etc. Mais oui, ça peut être possible. Il y a une histoire de cotation quand les conjoints... Non, en fait, le conjoint il est juste là, mais pas déclaré, quoi. Ok. Petite question, est-ce qu'on peut leur donner un papier comme quoi elles vont participer à l'ETP? Est-ce que ça peut leur servir au travail ou pas du tout? Comme une consulte, Parce que nous, on voulait faire un programme, mais sur des jours comme vous, en fait, plutôt un atelier d'une journée, parce que le soir, c'est pas très possible à l'hôpital, donc... Alors, on peut faire des attestations de présence, oui, qui sont équivalents, en fait, à nos bons de passage quand elles sont en consultation. Mais elles n'ont pas de diplôme à la fin. Éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est plutôt personnel, quoi. Mais au niveau, je ne pense pas qu'il y ait de reconnaissance par rapport au niveau professionnel, non, à leurs travailleurs, si elles ont plus d'avantages, si elles ont été formées que non formées. Ce qui est très intéressant, parce qu'effectivement, on a comme des freins de patientes qui ne font pas cette démarche. Parce que comme chez nous, c'est gratuit, c'est 2 jours, on voit l'énergie que ça demande aux professionnels de santé de le faire. On devrait être normalement surchargé par leur demande, enfin je veux dire surchargé, puisqu'il y a je ne sais pas combien de consultations d'endométriose avec toutes ces jeunes, mais en fait des patientes qui sont vraiment motivées pour se former,
alors au début, moi, c'était ma grande déception, hein, c'était de me dire qu'il fallait quand même pousser, encore ramer pour motiver les gens, alors qu'on avait créé quelque chose qui était quand même conséquent et qu'il fallait encore les booster. Donc voilà, donc c'est vrai que effectivement, ça pourrait être une bonne porte d'entrée en disant, bah voilà, au niveau de la sécurité sociale, j'en sais rien, de dire, bah, les patientes qui sont formées. Nous, on voit, et donc c'est pour ça aussi qu'on avait monté cette étude de PHRC, en disant les patientes qui sont formées, elles ont une meilleure qualité de vie, donc elles vont moins consommer de soins de santé. Donc en fait, il faut avoir une valorisation par rapport à ces patientes, je ne sais pas, hein, ça peut être sur des consultations, sur des bons de transport ou autres, quand elles sont formées, pour les motiver en fait, parce qu'on se rend compte que... Du coup, vous avez une liste d'attente qui est longue? Mais non, même Plutôt pas. ouais, Mais ça. non, même pas. Et c'est pas rempli? Si, c'est rempli, mais en fait, encore une fois, c'est un peu la déception du truc. C'est-à-dire que, alors nous, on a quand même des malades, etc., mais on devrait, et c'est pas nous, nos structures, hein, c'est la même chose à Marseille, qui est des grandes villes, Cannes et Nice, c'est-à-dire que vous mettez en place des choses, même si on le communique, alors peut-être que c'est des problèmes de communication, mais je ne suis pas complètement sûre, parce que maintenant, nous, le programme, ça fait 4 ans qu'il existe, mais même des patientes qui sont vraiment très malades, je leur dis, mais je ne comprends pas là. Vraiment, je ne comprends pas, quoi. Et si, en fait, ce qu'on comprend, c'est la problématique de la ressource que les gens ont pour se prendre en charge, tout simplement, quoi. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était la référente endométriose qui faisait l'atelier gestion du stress. Donc Ouais. vous faites intervenir des personnes extérieures. Oui, patiente experte. Ah oui. Patiente experte, donc elle intervient en tant que patiente experte, elle n'est pas rémunérée? Alors, elle n'est pas rémunérée. Non, si nous, nos intervenants, ils sont rémunérés via. Ils mettent une facture à la clinique et c'est la clinique qui les rémunère. Grâce aux subventions qu'ils vont toucher. D'accord. Moi, j'avais décidé de fonctionner comme ça pour pas avoir justement de gestion. Pour libérer de la gestion. Parce que c'est quand même déjà le projet médical, etc. et concentré plutôt sur le projet, quoi. Merci. Mais bon, il n'y a rien de parfait. Hein. Merci beaucoup, Christine. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la présentation suivante. Ah, il y a une autre question. Il y a une autre question. Une dernière. Désolée. Oui, moi j'ai une dernière question, c'est là. Est-ce que vous avez réussi à faire le lien bien avec les professionnels libéraux justement en ville qui suivent les patientes? Parce que je pense que l'éducation thérapeutique, elle est déjà travaillée dans les cabinets en individuel avec les patientes qu'on suit. Et du coup, moi je vois, pour travailler aussi dans une structure à côté et étant libérale ou dans la structure où on fait de l'éducation thérapeutique, il y a effectivement une question de motivation, mais après ça se travaille bien en amont justement de la présentation des programmes et comment intégrer les patientes dans les programmes. Et si c'est pas fait en amont et si c'est pas fait par d'autres professionnels extérieurs pour ensuite orienter les patientes sur la clinique, l'hôpital, j'en sais rien, en fait ça marche pas. Mais parce qu'il faut vraiment intégrer, je pense, dès le départ, tous les acteurs, même extérieurs du programme. Et qu'est-ce que vous appelez extérieur? Eh ben, les libéraux, les kinés, les sages-femmes, les gynécos, de ville, quoi, je parle. Ah mais nous, en fait, les gens du programme, c'est pas du tout que les gens du programme. Ça a été relégué à la mairie, dans les infirmières scolaires. Ça a été, moi, je fais partie de 2 CPTS. Oui. Donc, en fait, les médecins libéraux sont complètement au courant. Non, la problématique, elle n'est pas dans la communication. Elle n'est pas dans la communication, pas du tout. Parce que les gens, les praticiens sont au courant. Ce même topo, il est proposé aussi dans notre réseau PACA. Non, la problématique, elle est dans la mobilisation des gens. Des patients. Des patients, vraiment. Ok. Merci. Donc, on va accueillir Cyril Gauthier qui va nous présenter le parcours et l'intérêt de l'IETP dans la prise en charge de l'endométriose. Bonjour à tous. Alors, ça a complètement sauté par contre. C'est pas joli. Bon.
pas vous le faire a cappella, j'ai quand même appuyé sur les images, mais bon, c'est un peu dommage, les versions PowerPoint, voilà. Donc je suis médecin nutritionniste à Dijon. Je suis porteur d'une expérimentation article 51 sur l'obésité, une expérimentation article 51 qui a reçu un rapport favorable il y a peu de temps et qui rentre en phase transitoire. Et je suis aussi fondateur d'une société qui produit des parcours d'éducation thérapeutique et qui produit Nuvie. Alors je suis ravi, même si la présentation a sauté, je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que c'est le fruit d'un travail qui a débuté il y a quasiment un an. Je remercie beaucoup EndoBFC, tous les experts qui ont travaillé sur ce programme, l'ARS qui a participé à la construction de ce programme et vous allez voir, ça va faire écho à ce que vient de présenter le docteur Lévesque. On voit bien l'énergie nécessaire à développer des parcours d'éducation thérapeutique présentiels qui sont indispensables. J'en coordonne pour ma part quelques-uns sur l'obésité. On voit bien les ressources que ça demande de la part des professionnels mais aussi des patients. Et vous allez voir que, à mon sens, le numérique, quand il ne bug pas, ça peut apporter pas mal d'intérêt. Alors, la télésanté, je vais vous traduire, ce n'est pas du chinois, mais la télésanté, aujourd'hui, elle s'est concentrée sur plusieurs axes. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Et on a une chance en France, c'est qu'on a des expérimentations article 51 qui sont un vivier assez intéressant, un terreau, pour finalement regarder si ces usages de télésanté sont utiles et efficients pour les patients. On voit que, oui, effectivement, ça permet d'affecter des ressources allouées au niveau de zones qui sont sous-dotées, de réduire les coûts, d'optimiser les ressources, d'améliorer communication et coordination. Par contre, il y a deux écueils à tout ça. Le premier, c'est l'acceptation des technologies numériques de la part des professionnels et des patients. Et l'autre, c'est que finalement, malheureusement, la télésanté reproduit ce que fait le système de soins, le cure, le care, mais tout ce qui est préventif et éducatif, il n'y en a pas. On le voit bien, l'éducation thérapeutique, c'est supporté par les ARS, mais ce n'est pas supporté par le droit commun. Donc, il ne faut pas que le numérique oublie cette partie qui est la prévention et l'éducation. Et c'est de ce constat, vraiment c'est tout moche, mais bon, c'est pas grave. C'est de ce constat qu'on est parti. Alors, on est professionnel de santé, et en 2015, on commence à réfléchir sur comment sortir l'éducation thérapeutique des murs des établissements. On voit bien que ce qui est fait, comme vient de le présenter le docteur Lévesque, c'est génial. On voit qu'il y a un intérêt énorme pour les patients. On est extrêmement frustré de voir que finalement, on a peu de patients qui viennent faire ces parcours. On a du mal à accéder à l'entourage. Et l'idée, c'est de sortir ces approches, finalement, avec le numérique, des murs des établissements. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir aux solutions digitales. On a cherché, parce qu'au départ, nous, on est soignants, hein, on a cherché des solutions digitales qui correspondaient à nos besoins, et finalement, on n'a rien trouvé. On a trouvé du distanciel, ouais, c'est bien, la visio. On a trouvé des parcours, mais on n'a pas trouvé d'outils qui viennent optimiser finalement nos démarches éducatives thérapeutiques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Donc vous voyez, alors avant Bourgogne-Franche-Comté, c'est ARS, qu'on a commencé à travailler sur des parcours. Au départ, dans le cadre de l'expérimentation article 51 sur l'obésité et la chirurgie bariatrique. Après, on est allé sur le diabète de type 2. Vous allez voir, on s'est déployé sur d'autres thématiques. Et puis, finalement, pour moi, c'était assez naturel de penser à l'endométriose parce que, étant partie de l'obésité, qui est une maladie plutôt stigmatisée, qui est une maladie souvent mal connue de la part des patients, de la part des professionnels, qui nécessite un parcours de soins assez complexe, l'endométriose, ça ressemblait quand même beaucoup à tout ça. Et on a commencé à réfléchir sur un parcours endométriose. Et pour ça, on s'est appuyé sur les dispositifs d'experts régionaux EndoBFC pour concevoir ces parcours, n'étant pas spécialiste de l'endométriose. Il y a plusieurs façons de voir l'IETP. Vous l'avez vu avec le confinement, il y a la façon, on digitalise le présentiel, c'est-à-dire des visios, on fait une visio, un tableau blanc, ça c'est de l'IETP, on va dire première vague. La deuxième vague, c'est les hiéroglyphes, c'est finalement des outils qui sont un peu plus élaborés, on est sur le mode asynchrone. Quand on fait du distanciel, on est en mode synchrone, donc ça nécessite des ressources de professionnels. Quand on est en mode asynchrone, on laisse le patient évoluer sur son parcours avec des outils qui permettent, alors ce n'est pas du PowerPoint commenté, ça commence à être un peu du motion design, mais
on commence à transmettre de la connaissance via ces outils. Et puis il y a l'ETP troisième vague, où là on est plus dans des outils qui sont perfectionnés avec de l'ingénierie de pédagogie, avec de la gamification, avec du motion design, avec plusieurs niveaux d'interactivité, avec toute une partie de valorisation de la progression et une notion qui est hyper importante avec nos outils digitaux, c'est l'interopérabilité avec les autres systèmes. Et donc nous, c'est ce qu'on fait avec l'ARS et avec Ethics, qui est notre outil de e-parcours régional. L'objectif de tout ça, c'est pas remplacer ce qu'on fait en présentiel. On est professionnel de santé, on a besoin du contact avec les patients, on a besoin d'interagir avec eux, mais par contre, on a besoin d'outils qui nous permettent de gagner du temps sur nos ateliers présentiels, qui nous permettent de gagner du temps dans les consultations, et c'est vraiment l'objectif de cet outil. Donner l'opportunité au patient de comprendre sa pathologie, donner à l'entourage la possibilité de comprendre la pathologie du patient, mais aussi lui donner la possibilité de comprendre le parcours de soins. Qu'ils comprennent sa pathologie, c'est une chose, mais qu'ils comprennent finalement la démarche thérapeutique dans laquelle il va rentrer, c'est encore autre chose. Donc c'est aussi ça. Et finalement, c'est petit à petit suivre la progression du patient et finalement avoir une plateforme dédiée à une pathologie pour l'aborder d'aborder son patient de manière très globale et son entourage. Donc l'objectif de tout ça, pour le patient, c'est faciliter l'accès aux soins. J'insiste, l'accès aux soins qui est l'éducation thérapeutique, ça a été dit, c'est hyper important pour nos parcours de soins de maladies chroniques. Donc pour moi, c'est un soin et on doit pouvoir vous proposer ce soin, même si c'est le numérique qui nous aide à ça. D'avoir des contenus adaptés à la littératie des patients, transmettre de la connaissance biomédicale, de la compétence, c'est pas simple. Il faut adapter le niveau de littératie et donc avec les outils qu'on a à l'heure actuelle, c'est ce qu'on peut faire. Favoriser la pérédance et l'accès à l'entourage, c'est aussi primordial dans le cadre de l'ETP. Et puis pour les professionnels de santé, c'est vous permettre de gagner du temps, d'allouer des ressources peut-être à d'autres choses que juste de la transmission de connaissances comme peut le faire l'outil, d'améliorer l'alliance thérapeutique parce que vous allez le voir, avec l'outil, on aborde autant le champ de l'éducation thérapeutique du patient et de l'aidant que le champ de la formation du professionnel de santé et d'avoir finalement tout ça sur un dispositif sécurisé avec une traçabilité des données. Non, hop, dans le sens. Donc aujourd'hui, Nuvi, c'est une solution qui est opérationnelle depuis 2019. Donc on a un certain volume et une certaine expérience d'usage. On a 12 000 patients utilisateurs. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il faut savoir qu'un patient, quand il est inscrit dans nos parcours, il est forcément inscrit sur un parcours de soins. C'est pas je suis chez moi, je tape endométriose et hop, je vais sur Nuvi. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on soit inscrit dans un parcours de soins. On a des taux d'adoption qui sont assez intéressants. 65% pour les patients. Le taux d'adoption, c'est vous inscrivez un patient et ce patient, il confirme son inscription. Mon espace santé, c'est 14%. Donc on est quand même un peu au-dessus. 80% pour les professionnels de santé. Et Nuvi, à date, c'est 200 ateliers qui ont été créés. Les ateliers, vous allez voir, c'est des ateliers motion design qui font 7 à 10 minutes. Et on aborde plusieurs aires thérapeutiques. Bon, évidemment, l'obésité, la chirurgie de l'obésité, la prévention du surpoids, le diabète de type 2, l'endométriose et bientôt insuffisance cardiaque et probablement d'autres thématiques avec toujours deux interfaces. Une interface pour le professionnel de santé, de manière à ce qu'il puisse suivre le parcours de son patient, mais aussi modifier le parcours et coordonner le parcours de son patient, parcours uniquement d'éducation thérapeutique et pas parcours de soins. Et puis une interface patient qui est assez gamifiée, vous allez le voir, on a plusieurs exemples à vous montrer. L'ensemble des ateliers, vous les avez ici. On a abordé, je pense et j'espère, toute l'endométriose. Alors c'est pas, attention, hein, c'est pas une formation qualifiante ou quoi que ce soit, mais on a abordé tout ce qu'une patiente peut se poser comme question. Donc évidemment la pathologie, les traitements qui sont associés, le parcours, l'ensemble des thérapeutiques qui sont disponibles, vivre avec la pathologie et peut-être mieux vivre avec la pathologie. Donc tout est abordé je pense, sur Nuvi. C'est complexe, mais c'est adapté à une lecture de patients, parce que voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur transmettre cette connaissance. Je vais vous montrer ensuite. Voilà, vous voyez comment ça se modélise. On est sur, ça au moins ça n'a pas sauté, sauf un petit peu au-dessus. On est sur un parcours qui est gamifié, c'est un jeu de loi interactif, peu importe comment on le voit. Ça, c'est une vision patient.
le patient, il voit où est-ce qu'il en est, il a des ateliers à débloquer, c'est des niveaux à débloquer, et petit à petit, on progresse dans son parcours, et on voit où on est valorisé dans sa progression, je pense que c'est aussi un élément important. Je sais que dans le TP, on va me dire, il ne faut pas noter les patients, mais avoir un score, voir comment on progresse, je pense que c'est quelque chose aussi d'engageant et motivant, donc il n'y a pas d'histoire de notes, mais avoir un petit score pour être valorisé et voir qu'on progresse dans son parcours, je pense que c'est un élément qui est intéressant. Il y a tout un système d'évaluation. Donc on a des pré-quiz. Les pré-quiz, c'est 2, 3, 4 petits quiz qui sont parfois des QCM, parfois des images à classer, parfois associer des images à des termes. L'objectif du pré-quiz, il n'est pas d'évaluer une connaissance, même si quand on compare pré-quiz et post-quiz, on voit qu'il y a une progression. C'est surtout de stimuler l'intérêt. Je l'ai vu en nutrition. En nutrition, tout le monde croit tout savoir. Les patients, les professionnels de santé, ils croient tout savoir sur la nutrition, sauf que ce n'est pas si simple que ça. Et le fait de faire le pré-quiz et de voir qu'on ne connaît pas tout, ça permet là, c'est une vidéo qui se lance, ça permet finalement d'être intéressé par l'atelier. Elle décide d'appeler sa sœur, Sarah, qui est infirmière et pourra peut-être lui répondre. Alors qu'elle la bombarde de questions, celle-ci essaye premièrement de la rassurer. Elle lui promet de faire de son mieux pour l'aider à comprendre cette maladie, même si elle n'est pas spécialiste du sujet. Pour commencer, elles vont revoir ensemble en détail l'anatomie et le cycle menstruel. Les règles et les différents symptômes associés ne sont que des manifestations visibles du cycle menstruel. Pour mieux comprendre ce mécanisme dans son ensemble, il est essentiel de s'intéresser à l'anatomie et la régulation hormonale de celui-ci. Explorons cela ensemble. Vous voyez, on ne peut pas rester sur la vidéo. Pour cliquer sur la vidéo suivante, il faut interagir un petit peu avec la vidéo. On ne peut pas rester et laisser défiler la vidéo et sortir et revenir. Les ovaires. Ces ovaires contiennent de multiples sacs, appelés follicules ovariens. C'est là que se développent les ovules. Au moment de l'ovulation, un follicule éclate et libère un ovule. Il est alors capté par une des 2 trompes de Fallope et acheminé jusqu'à l'utérus. Nous y trouvons l'endomètre, qui repose sur le muscle utérin appelé myomètre. L'endomètre lui-même se compose de 2 parties distinctes, la couche basale et la couche fonctionnelle. Si ce nom vous évoque quelque chose, c'est parce que c'est précisément ce tissu qui joue un rôle central dans l'endométriose. La première partie, la couche basale, est un tissu stable. Elle régénère la couche fonctionnelle qui, elle, évolue en fonction du cycle menstruel et se désagrège lors des règles. Voilà, c'était un court exemple. Les ateliers, je vous ai dit, ils font à moins de 10 minutes. L'objectif, c'est qu'ils puissent les faire assez facilement. Après, ils font le post-quiz. Non, là, on est revenu sur le pré. Voilà. À la fin de l'atelier, ils ont ça. Ils vont partir sur le post-quiz. Le post-quiz, c'est d'évaluer évidemment les connaissances qu'ils ont pu acquérir pendant l'atelier. C'est aussi de renforcer un petit peu certaines connaissances. Je vais passer assez rapidement. Voilà. Bon, c'est le même type de quiz. Et à la fin, ils arrivent sur les corrections, ils voient le temps passer et surtout, ils vont pouvoir accéder à une notion qui est le en savoir plus. Le en savoir plus, c'est la connaissance supplémentaire, c'est parfois la littérature scientifique qui reste vulgarisée. On se rend compte qu'ils sont 70% à aller consulter les en savoir plus. Alors sur nos parcours existants, ça veut dire que quand on les stimule suffisamment, les patients, même avec des choses qui sont compliquées, ils veulent en savoir plus, ils veulent aller chercher l'information. Raccroché à tout ça, on a la communauté pédagogique. Donc cette communauté pédagogique, c'est sécurisé. On est sur des patients qui sont anonymisés, pseudonymisés. Donc ils ont créé une identité numérique sur le site, mais ils sont complètement pseudonymisés. Et ils échangent entre eux. C'est sous animation de patientes, là, ici, expertes, patients partenaires, et modération d'infirmières d'éducation thérapeutique. Par contre, moi, en tant que professionnel de santé, je n'ai pas accès à cette partie. Uniquement les infirmières d'éducation thérapeutique pour modérer. Et généralement, quand on a suffisamment de patients partenaires, il n'y a pas besoin de modérer, il y a une automodération qui se fait spontanément. Et là, ils vont échanger sur le savoir expérientiel. D'un point de vue professionnel, on va pouvoir suivre l'ensemble du parcours éducatif de son patient, donc patient par patient. C'est évidemment des données qu'on va pouvoir télécharger, que ce soit en PDF
pour joindre simplement à son dossier ou en tableur Excel pour ceux qui veulent avoir des stats. Ce qui est très utile à la fin de l'évaluation quadriennale pour l'ETP, c'est-à-dire qu'on fait un clic et on a toutes les données qui sortent des patients et on voit la progression pédagogique. Alors l'ETP, ce n'est pas juste ça, mais c'est un outil qui permet d'avoir quand même des données de progression pédagogique et finalement d'usage et d'acceptation de l'usage par les patients. Le professionnel, il va voir les ateliers réalisés, il va voir la progression de son patient, le nombre de connexions, donc c'est les usages, il va voir la progression dans son parcours, le temps passé du patient sur chaque atelier et les fameux scores obtenus. L'objectif n'est pas de lui dire c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça. L'objectif, c'est peut-être de rebondir sur des notions que le patient n'a pas forcément maîtrisées et d'être dans la reformulation d'une notion qu'il a déjà entendue, mais de reformuler devant lui pour ancrer un petit peu cette notion. Le professionnel, il va pouvoir adapter le parcours du patient comme il le souhaite, c'est-à-dire que, alors ça c'est une fonctionnalité qu'on a créée. On a un ensemble d'une vingtaine d'ateliers. Pour l'obésité, on avait plus de 50 ateliers. On a des professionnels qui nous ont dit, oui, mais nous, on veut modifier l'ordre des ateliers, on veut en supprimer certains. OK. Donc, on a une fonctionnalité qui permet de faire ça. C'est très simple, hein. On peut cocher, décocher les ateliers, mettre dans l'ordre dans lequel on souhaite les ateliers pour le patient. Finalement, on se rend compte que les professionnels, ils aiment bien le parcours tel qu'il a été décidé et ils le laissent souvent dérouler. Et puis, il y a la partie formation. On a parlé du premier recours, de la médecine de ville. Il y a toute une partie sur, alors c'est un niveau de littératie plus élevé, où le parcours va permettre aux professionnels de santé du premier recours d'aborder la pathologie, de comprendre la pathologie. Alors, ce n'est pas une formation DPC, mais c'est la même formation que vont avoir les patients avec un niveau de connaissance un petit peu supérieur, de manière à ce que patients et professionnels de santé de premier recours se comprennent, parce que si un patient a une formation ETP de ce type-là et que le professionnel de santé n'est pas à l'aise avec ce qu'a abordé le patient, l'alliance thérapeutique sera moins bonne. Et donc du coup, pour améliorer cette alliance thérapeutique, le professionnel de santé peut faire les ateliers et puis finalement aussi apprendre quand il n'est pas expert de la pathologie sur la thématique. Et on s'est rendu compte, au départ on était sur un mode plutôt asynchrone, on s'est rendu compte que l'outil peut avoir plusieurs usages. Celle qui est tout à droite, la formation professionnelle, pour la petite histoire, ce n'était pas du tout l'objectif de ce qu'on voulait faire au départ, hein. Nous, au départ, on voulait transmettre de la connaissance biomédicale, vulgariser, plusieurs niveaux de littératie. Et c'est des patients qui ont utilisé une NUVI plutôt version obésité, qui ont donné leur compte entourage à des infirmières d'éducation thérapeutique ou des infirmières azalées, et ces infirmières ont utilisé le compte entourage, ils sont revenus vers nous en disant mais finalement votre outil nous a permis de mieux comprendre la pathologie et de mieux comprendre le patient. Et c'est là où on s'est dit que ça peut avoir un intérêt aussi dans le cadre de la formation professionnelle, si on peut dire comme ça. Donc on a cette partie-là tout à droite, et puis on a l'usage complètement asynchrone. L'usage asynchrone, c'est on inscrit le patient, puis on laisse l'outil fonctionner tout seul. Il peut le faire, c'est pas ce qu'on privilégie, hein, mais il peut le faire, c'est-à-dire que le patient il peut fonctionner de manière complètement autonome avec l'outil. On a l'usage synchrone en atelier de groupe, c'est-à-dire que NUVI est aussi utilisé dans le cadre d'HDJ, dans le cadre d'ateliers d'éducation thérapeutique, où les professionnels de santé font le pré-quiz avec les patients, font l'atelier avec les patients, font le post-quiz, ça prend en tout un quart d'heure, et derrière, ils échangent. En fait, ça peut devenir un outil d'atelier d'éducation thérapeutique présentielle. Et puis, d'autres professionnels nous utilisent de manière complémentaire à leur consultation. C'est aussi un moyen de permettre aux patients, parce qu'on nous rétorque tout souvent la problématique de la fracture numérique. Donc déjà, il y en a quand même de moins en moins, la fracture numérique. Hein. Et puis là, on s'adresse à une population qui est un peu plus jeune. Mais finalement, quand on voit qu'il y a une problématique de fracture numérique, on peut se servir de l'outil en consultation et faire l'atelier avec le patient et lui montrer comment ça fonctionne, s'il n'est pas à l'aise avec le numérique. Concrètement, c'est simple, je suis professionnel de santé, j'ai un patient qui rentre dans le cadre d'un parcours de soins pour l'éducation thérapeutique endométriose. Donc j'ai inscrit ce patient à partir du moment où il rentre dans le parcours de soins, où j'estime que le programme UETP peut l'aider. Le patient va recevoir un mail, il va se connecter, il va remplir quelques informations. Comme on va évaluer tout ce programme, il va ensuite répondre à un questionnaire qui est validé, de manière à évaluer l'intérêt du programme, parce que l'objectif c'est aussi ça, c'est d'évaluer si ça a un intérêt pour le patient et pour le parcours de soins.
Et ensuite, il va accéder à toutes les fonctionnalités de Nuvie. Encore une fois, on est en HDS. L'objectif, c'est qu'il apprenne et qu'il progresse dans son parcours de soins et dans la compréhension de sa pathologie. Quand on est inscrit sur Nuvie, on est inscrit à vie. C'est-à-dire que, ce n'est pas un slogan, hein, mais ça pourrait être. L'objectif, c'est qu'on est dans le cadre de maladies chroniques. Donc la maladie va évoluer, le parcours de soins va évoluer. Donc du coup, le patient qui est à un stade, à un phénotype, pour l'obésité, on parle de phénotype, et je pense aussi pour l'endométriose, qui est à un stade 1, il peut passer en stade 2, il peut passer en stade 3, il peut avoir des changements de traitement, et il peut revenir sur la plateforme quelques années après, ou plusieurs mois après, si son parcours de soins change, ou s'il a d'autres intérêts en fonction des complications qu'il peut avoir. Et puis aussi, comme on a un réel intérêt au partage du savoir expérientiel, avec des patients, partenaires, experts qui vont échanger entre eux, quand une patiente ici a terminé son parcours, autant qu'elle reste pour partager son expérience et aussi les connaissances qu'elle a pu apprendre sur Nuvie et surtout pas la sortir du parcours. Donc on a vraiment la volonté d'un patient qui a la connexion, on ne le déconnecte pas, même s'il n'utilise pas la plateforme pendant quelques mois, son compte ne va pas sauter. Je vous remercie pour votre attention et désolé pour les hiéroglyphes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Christine. Bravo pour ce projet. J'avais une question, parce que c'est vrai que je vois la difficulté en fait, ce qui est bien dans l'ETP aussi, je trouve, c'est quelque chose qui est très interactif, donc avec le patient. Parce qu'en fait, il y a quand même une question d'adaptation. Je trouve que ça vient compléter complètement, l'ETP doit venir compléter complètement la consultation, où en fait, on n'a pas le temps d'avoir cette interaction nécessaire avec le malade pour bien entendre son besoin à ce moment-là. Et juste comment, avec le numérique, on arrive à retranscrire ça, et du coup, en l'appelant quand même de l'éducation, est-ce que c'est pas plus de la formation et de l'information que de l'éducation? Parce que l'éducation, il faut vraiment être confronté à une adaptation permanente entre le besoin, l'écoute, la compréhension. Alors, encore une fois, ça se plug au présentiel, donc ça ne vient pas remplacer ce que vous faites, mais ça vient le compléter. Vous l'avez vu, les notions d'IETP que j'ai présentées au départ, 1, 2, 3, c'est les Canadiens qui ont travaillé dessus et qui ont vraiment identifié ces trois niveaux d'IETP. Ça ne peut pas faire ce qu'on fait en présentiel, ça ne peut pas remplacer l'interaction. Même on a, alors, pour la petite histoire, on a l'intelligence artificielle sur les parcours obésité, on a un assistant numérique, donc un agent conversationnel sur les parcours obésité. On voit bien que ça ne remplacera jamais ce qu'on fait. Par contre, ça va nous faire gagner un temps fou. Parce que je pense que dans l'endométriose, l'ETP, vous êtes comme nous dans l'obésité, vous expliquez la pathologie, vous expliquez des concepts qui sont parfois compliqués. Dans l'obésité, on explique la restriction cognitive, on explique des notions de thermogénèse lipidique, des notions d'hypoglycémie réactionnelle post-bypass. Et ça prend du temps à transmettre comme connaissance. Par contre, quand le patient a déjà eu ces notions, a déjà eu toute cette information qui est vulgarisée, qui est adaptée, avec en plus de ça, ce savoir expérientiel qu'il peut partager avec d'autres patients, quand moi, je lui parle de restriction cognitive, je suis déjà dans la reformulation. Donc, IETP, oui, mais pas ETP. C'est-à-dire que l'ETP, c'est vraiment, pour nous, c'est l'assemblage des deux qui fonctionne. D'accord, donc ça va venir plutôt en amont pour affiner la performance de quelque chose qui serait présentiel, quoi. En amont et en aval. Parce qu'on peut aussi voir des problématiques durant les échanges, les ateliers, et proposer aux patients, du coup, de faire tel ou tel atelier qui correspond finalement aux problématiques qu'on a identifiées. Et après, excusez-moi, j'ai une deuxième question aussi. C'est dans les parcours des patients que vous avez déjà mis en IETP, est-ce que vous avez combien de temps elle l'utilise dans la fréquence? Parce qu'en fait, je vois, nous, déjà sur 2 jours, pour mobiliser les gens,
Mais alors là, pour qu'ils prennent leur téléphone, pour qu'ils viennent s'informer et qu'ils le fassent de manière régulière, est-ce que vous mettez des points de jeu à gagner, un truc, pour que ça fonctionne un peu comme Duolingo, parce que non mais c'est une réalité, c'est-à-dire que il y a plein d'outils qui existent pour les aider, mais faut-il que comment en fait vous arrivez à les motiver pour vraiment qu'elles se saisissent du sujet, quoi. Alors il y a deux manières de faire. Déjà, ça dépend de la manière dont on leur présente l'outil. Parce que si on leur dit vous allez là-dessus et vous verrez c'est bien, elles n'iront jamais. Il y a une valorisation, la progression, ce système, ce scoring qu'on a, ça permet de les valoriser. Et les patients et patientes, enfin on est tous pareils, on aime avoir plutôt une bonne note. Et donc il y a ce système-là. Il y a un système de rappel. Régulièrement, il y a des systèmes de rappel. Alors c'est pas non plus très, voilà, c'est pas agressif. Et puis le deuxième aspect, c'est le présentiel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un certain taux de conversion lors de la première fois où le professionnel de santé parle de Nuvie et dit à son patient d'y aller. Par contre, le professionnel revoit le patient et quand il n'est pas inscrit, quand il n'a pas converti son compte, le professionnel en reparle. Donc vraiment, enfin, c'est le professionnel qui fait que derrière, il va s'intéresser à l'outil. C'est pour ça qu'on a des taux d'adoption importants, parce qu'on est inscrit dans un parcours de soins et le professionnel de santé relance aussi le patient en lui disant vous êtes allé faire vos ateliers, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et quand ils ne l'ont pas fait, après ils vont le faire. Oui, je peux faire un complément d'information. C'est vrai que quand on le propose, on le propose quasiment comme une prescription médicale. C'est dans des contextes particuliers, des terrains particuliers, donc c'est comme une sorte de prescription. Et c'est vrai, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, en tout cas à cet instant, on n'a pas d'atelier présentiel. Mais une des questions qui m'interpelle, c'est que la patiente me demande « Est-ce que j'aurais à me déplacer sur Besançon ? Est-ce que j'ai à m'absenter au travail ?» Et là, je leur dis non. Et oui. Et donc là, on n'a pas beaucoup, mais ils s'inscrivent, ils font bien le truc, oui. Oui. Oui, et les délais entre le moment où on leur demande d'inscrire et l'inscription, moi je le trouve très, très rapide. Généralement, on a un taux de conversion, on le voit bien pour d'autres parcours, qui est de 60% à la première fois où le patient on lui prescrit l'outil. Ça viendra, encore une fois, ça viendra, je l'ai dit, je leur insisterai, ça ne viendra jamais remplacer le présentiel. C'est vrai qu'en France, on est dans un monde où on cloisonne, présentiel, numérique, éducation, soins. Donc on aime bien cloisonner. L'outil, il est disruptif parce qu'il ne cloisonne pas, justement. Ça ne va pas remplacer un professionnel de santé. Par contre, ça va nous aider. Il faut le voir comme une aide. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui fait le TP pur. En pratique, Cyril, si là je veux m'y mettre, je fais comment? Il faut passer par Endo BFC. Donc là, tous les professionnels qui sont mis à Nuvie, ils passent par Endo BFC, ils font une demande. Ouais. C'est gratuit pour les patients? C'est gratuit pour les patients. Et on peut aussi inscrire les patients pour l'obésité, du coup? Vous pouvez aussi inscrire des patients pour l'obésité. Parce qu'on en a aussi. Ok, merci. Alors on a la chance dans la région, on a une ARS qui suit quand même beaucoup et qui soutient ce type de démarche. Alors une dernière question? Sur les réseaux sociaux, genre TikTok ou Instagram, parce que les patientes, elles sont quand même friandes, lecoeur.net, Miss Périnée et compagnie. Et est-ce que ça peut apparaître comme ça dans leurs suggestions pour que tout d'un coup, elles viennent après en consultation puis dire est-ce que moi je pourrais être inscrite sur Nuvie, quoi? Non, mais j'entends bien. C'est-à-dire qu'elles puissent pas s'inscrire. Ouais, j'ai compris, mais si on veut que les patientes elles puissent s'engager aussi, vu qu'elles sont très friandes de tout ce qui leur arrive en information sur les réseaux sociaux, est-ce que cette information, sans parler qu'elles puissent se connecter à Nuvie, mais que l'information que la plateforme existe puisse leur apparaître sur les réseaux sociaux et qu'elles puissent après arriver dans les consultations en disant il y a une plateforme qui donne de l'information, est-ce que c'est possible que vous m'inscriviez? Enfin, je sais pas, il y a peut-être une communication à faire autour de ça pour que la demande elle vienne de la part des patientes et pas que suggérée par les soignants encore. Alors j'ai deux réponses. La première, c'est qu'aujourd'hui, ça doit passer par Endo BFC et la communication de ce parcours
passe par EndoBFC au niveau régional. La deuxième, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous professionnels de santé, à un moment donné, il faut se servir des technologies de l'infocom, parce qu'on est tous à se plaindre des pseudo-leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, mais dès qu'on utilise les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on se fait taper sur les doigts. Enfin, je suis complètement d'accord, il faut communiquer, il faut avoir une logique de suggestion, quoi. En fait, c'est vraiment c'est suggérer. Pour que dans le système de soins, à l'heure actuelle, c'est encore compliqué de faire comprendre que ça peut être intéressant. Ok. Personnellement, c'est comme si une patiente venait me voir me disant que moi, je veux tel traitement. C'est pas chaud. Ok. C'est oui, EndoMind et EndoFrance. Mais non, mais c'est important de le dire parce que vous avez parlé des professionnels de santé et je crois qu'il est vraiment important de le préciser. Je les mettais dans les experts qui avaient participé au programme. Merci pour votre remarque. Eh ben, on va justement rebondir sur le... Je te remercie Cyril pour ta présentation. Et on va passer à la prochaine présentation, justement, sur co-construction d'un programme d'ETP avec les patientes expertes. Et donc, je vais demander au docteur Sordet. Qui vient du CHU de Strasbourg. Merci d'être parmi nous. J'ai perdu la souris. Alors bien, bonjour à tous. Je vais essayer de retrouver ma souris. Parce que je ne la vois plus. Donc je ne peux pas faire... Alors, ça y est. Oui, bien bonjour à tous et merci de m'avoir convié. Merci à EndoBFC. Merci à Delphine Olivier d'avoir pensé à moi pour vous parler d'effectivement de la co-construction des programmes d'éducation thérapeutique avec des patients experts. Alors moi, je suis médecin rhumatologue au CHU de Strasbourg. Je coordonne un certain nombre de programmes dans mon service, mais j'ai aussi la chance de coordonner ce qu'on appelle une UTEP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une unité transversale pour l'éducation des patients. C'est une unité ressource qui a pour mission de promouvoir l'éducation thérapeutique au sein de l'hôpital dans lequel je travaille, donc le CHU, et d'aider les équipes à monter des projets. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur l'éducation thérapeutique, l'ETP, comme on le dit souvent, hein, les patients ne savent pas toujours d'ailleurs ce qu'il y a derrière le ETP, encore un cycle de plus. Et c'est sûr que même si on aime bien l'éducation thérapeutique, ce n'est pas toujours un terme qui est très, très parlant, je trouve. Et en tout cas, l'idée, ce n'est pas de donner des mauvaises notes aux patients, même si on fait de l'évaluation qui est très importante, c'est de l'évaluation, comme on dit, formative, mais pas sommative, hein, qui va donc arrêter un niveau. Mes collègues ont déjà parlé pas mal de définition de l'éducation thérapeutique, donc je ne vais pas m'appesantir, mais là, vous voyez la définition OMS de 1998, hein. C'est vraiment ça, c'est un transfert de connaissances, de compétences du soignant au soigné, du soignant et également à l'entourage, pour essayer au final d'améliorer sa qualité de vie, au final d'améliorer son parcours de soins, de faire au mieux avec sa maladie chronique. L'éducation thérapeutique, elle est rentrée en France, elle est rentrée dans la loi HPST 2009-2010, vous voyez, c'est déjà, ça commence à être ancien, et dès qu'il y a la loi, il y a un cahier des charges. Un cahier des charges dit programme d'éducation thérapeutique, HAS, beaucoup de papiers. C'est ce qui fait beaucoup peur aux professionnels de santé en se disant « Mon Dieu, ça va être compliqué ». C'est pour ça qu'il y a des UTEP ou des centres de ressources dans les régions où vous pouvez vous retourner parce qu'ils peuvent vous aider à vraiment déployer tout ça. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Donc plusieurs étapes dans un programme d'éducation thérapeutique, mais on l'a déjà dit, donc je vais passer vite. Il y a le fameux bilan éducatif partagé, ou diagnostic éducatif, mais je préfère le bilan initial partagé. Puis après, on va voir avec le patient quel type de séance on va pouvoir lui proposer, quels sont ses besoins. Et puis on va mettre en œuvre son parcours, puis après on va essayer d'évaluer, de savoir où il en est. Alors, on a défini ETP, on a défini maintenant c'est quoi un patient expert? Alors, expert de quoi?
toute la question. Alors le terme de patient expert est fréquemment utilisé en éducation thérapeutique. Ça veut dire en général, si je simplifie, un patient qui a une formation en éducation thérapeutique. Parce que, en fait, dans le champ du soin, il y a plein de termes et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vous en ai mis un certain nombre, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Des patients formateurs, des patients éducateurs, des patients traceurs pour ceux qui sont passés par la certification, des patients partenaires. Bref, en fait, tous ces termes reflètent en fait une variété de pratiques et une variété d'engagement des patients dans le système de soins en général, et c'est quand même différent des représentants des usagers. Alors il y a même un papier qui est sorti il y a quelques années de Michel et collaborateurs qui a essayé de reprendre un petit peu, voyez, toutes les données en disant, ben voilà, on va peut-être dire que le père aidant, le patient partenaire père aidant, c'est celui qui va être aidé, c'est les autres patients qui ont la même pathologie. Patient formateur, c'est peut-être celui qui va aller enseigner à la faculté de médecine ou dans les écoles de l'Institut de soins infirmiers, par exemple. Ou patient coach, alors là, c'est carrément un patient qui coach les autres patients. Bref, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que un patient expert, ce n'est pas un patient expert de la maladie. C'est un patient qui est expert du vécu avec la maladie. Et je pense à la grande différence. Il y a eu beaucoup de débats sur les termes experts. Parfois, ça irrite les gens du corps médical, se sentant peut-être en danger. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je les vois. Certains patients sont à l'aise avec ce terme, d'autres préfèrent ne pas être appelés comme ça, mais ça, après, c'est des discussions internes. Alors donc, un patient expert, c'est quoi? C'est déjà une personne qui va être concernée par la maladie chronique. On peut parler de patient expert aussi dans l'entourage, notamment par exemple des parents d'enfants ou des aidants dans des maladies autres. Donc c'est des gens qui sont concernés par la maladie chronique et qui vont avoir un savoir expérientiel. Mais ça, c'est vraiment très important de reconnaître ce savoir expérientiel. Effectivement, quand on a une maladie chronique, eh bien, on vit tous les jours avec elle. Donc on acquiert des expériences. On apprend à connaître sa maladie, ses symptômes, ses crises, qu'est-ce qu'il faut, qui je dois aller voir, quel est le parcours de soins. Et on a bien sûr des répercussions plus ou moins importantes, plus ou moins quotidiennes de la maladie sur son quotidien. Et je rajouterais que le patient expert, c'est un patient qui a tout ça, mais qui est également formé en éducation thérapeutique, donc qui a acquis des connaissances. Alors c'est sûr qu'on a différents savoirs. Il y a le savoir, on va dire, scientifique, constitué, qu'on a sur le banc de la fac, dans les instituts de formation ou autres. Et puis il y a le patient qui a son savoir expérientiel. Et le savoir expérientiel, le patient, lui, c'est sûr que si on transforme une année en heures, c'est 8760 heures qu'il vit avec sa maladie, quand il va voir quelques professionnels de santé, quelques heures par an. Donc on voit quand même bien qu'en quelques heures par an, et là j'ai mélangé un certain nombre de professionnels de santé, mais si vous allez voir le spécialiste 4 fois dans l'année 20 minutes, ou 3 fois dans l'année 20 minutes, ça fait 1 heure. Donc vous voyez, il y a quand même, le professionnel de santé ne peut pas tout connaître. C'est quand même très important de pouvoir s'appuyer sur les savoirs expérientiels de nos patients. Alors tout ça, c'est dans une dynamique, on a bien vu qu'il y a un changement de paradigme, on est passé du paternalisme, on réfléchit entre nous, puis après on va aller informer le patient de ce qu'on a décidé de faire pour lui. Puis après, on parle de patient, approche centrée patient, mais en fait, il faut aller plus loin. Le patient, il ne faut pas le mettre au centre, il faut le mettre dans la boucle avec nous. Il faut le mettre dans la boucle avec nous pour construire ensemble, faire un partenariat ensemble. Parce que pourquoi travailler avec des patients experts? Et j'aime bien ce témoignage d'un patient qui est dans l'épilepsie France, qui dit il s'agit d'offrir aux patients le côté non médical qui peut être aussi important que le côté médical. Donc le soignant, il est expert de la maladie et le patient expert, il est expert du vécu avec sa maladie. Et l'idée, c'est de travailler en partenariat pour co-construire ensemble. Alors ça apporte quoi, les patients experts, aux autres patients? Déjà, en fait, ça amène un moment privilégié d'expression personnelle, de partage, parce qu'il y a un rapport égalitaire. Il est comme moi, elle est comme moi, elle a la même chose, elle me comprend. Donc ça libère la parole, souvent les tabous sont levés, ça amène du soutien psychologique également, parce qu'il y a souvent une écoute active, ça permet aussi de relativiser,
parfois dédramatisé. Et puis, on sait que ça peut améliorer la qualité de vie parce que déjà, on n'est pas tout seul. Et puis, on peut espérer, et je vais vous montrer une petite étude qui montre qu'il y a une augmentation, ça favorise la relation avec les pros de santé. Donc, alors ça c'est une étude qui a été faite en rhumatologie parce que ça fait des années, il y a eu plusieurs associations, la DGOS avait fait des appels à projets pour justement former des patients experts il y a maintenant presque 15 ans. Et donc, on avait regardé après, voilà, les patients experts ont été ont été intégrés dans des équipes d'éducation. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Exactement ce que je vous ai dit. Ça permet une meilleure expression des patients, une meilleure compréhension parce qu'on utilise, ils utilisent le même langage, la relation de soins est améliorée. Bref, c'est vraiment favorable pour les autres patients. Maintenant, pour les soignants. En fait, ça ne fait que renforcer la parole du soignant sans pour autant la remplacer. Ce n'est pas à la place, c'est en plus, c'est à côté. Et souvent, ces patients, ils ont un regard en disant « mais les thématiques traitées là dans votre programme, on pourrait peut-être changer de thématique ou apporter cette thématique qui nous pose souci tous les jours. » Et puis ça peut nous aider aussi, les patients experts, ils peuvent être amenés à animer, donc à débloquer certaines situations. Puis il faut le dire aussi, parfois, c'est une aide logistique. Les ressources humaines dans les hôpitaux, les structures ne sont pas forcément très hypertrophiques. Donc parfois, les patients peuvent aussi aider à ce niveau-là. Et bien sûr, il ne s'agit pas de devenir médecin à la place du médecin. Ça, c'est vraiment très important. Et puis une chose aussi, c'est que le patient expert, ça lui sert aussi à lui, parce que c'est un enrichissement personnel. Ça lui permet toujours d'améliorer ses connaissances théoriques. Ils sont au cœur de l'équipe, avec l'équipe. Donc, ils sont toujours souvent fait des nouvelles informations. Donc, c'est souvent très enrichissant pour eux. Et puis, c'est comme en éducation thérapeutique, les soignants apprennent des patients, mais le patient expert apprend des autres patients également. Attention, parce qu'un patient expert, intervenant ressource, peu importe comment on peut l'appeler, reste un vrai patient, dans le sens où il a la maladie chronique, et il peut avoir aussi des complications, une fatigue ou des choses comme ça. Donc il faut faire aussi attention à l'état de santé des patients experts, santé physique mais santé psychique aussi. Ce n'est pas toujours facile de réentendre des histoires quand on a eu soi-même un parcours douloureux. Alors maintenant, il peut intervenir où ce patient expert? En fait, l'idée c'est que plus la collaboration démarre tôt, plus c'est efficace. Alors ça, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, voyez les différentes étapes. Eh bien, le patient, il peut intervenir au début. Quand on va réfléchir, comme ils vont faire à Besançon, voilà, maintenant on va faire un programme en présentiel. Qu'est-ce qui est important de développer comme choix de thématique? Quel outil pédagogique on peut utiliser? Je vous donne quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Ça peut être aussi sur l'organisation. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est mieux de faire en journée, c'est mieux de faire en soirée, c'est mieux de faire le week-end. Il faut faire de la visio, pas de la visio. L'avis du patient sera très important. Ça sera aussi dans l'animation. Le patient expert peut animer des ateliers collectifs, par exemple, en binôme, notamment s'il n'est pas formé. En ce moment-là, on ne parle plus de patient expert, mais bon. Ou alors tout seul, en binôme. En binôme ou seul. Formé, il ne pourra pas de toute façon être tout seul. Et puis après, il peut aussi nous aider via la diffusion des programmes. On a dit, ce n'est pas toujours facile d'intégrer des patients dans les programmes. Alors à Aix-en-Provence, ils sont hyper dynamiques, ils ont communiqué partout, ce n'est pas toujours le cas partout, donc ils peuvent aussi nous aider via l'association, s'ils font partie de nos associations, via les réseaux sociaux, et puis surtout, quand il va parler du bénéfice de l'ETP, ça aura beaucoup plus de poids que quand un professionnel va le raconter. Et puis enfin, il va pouvoir, au moment de l'évaluation de tous les dispositifs qu'on met en place, ça contribue à interpréter le retour des bénéficiaires, puis éventuellement à proposer des ajustements. Donc on a vu tout ce qu'il pouvait faire et tous les bénéfices que ça pouvait amener. Mais alors maintenant, qui? Puis comment? Parce que l'idée, c'est de trouver la bonne personne. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Alors, on a des petites aides qui existent déjà depuis très longtemps. Ça a été publié en 2014 pour la Direction générale de la santé, qui dit, voilà, déjà, la première chose, c'est les critères d'éligibilité. Est-ce que le patient est disponible? C'est sûr, si le patient, il bosse tout le temps et que la personne, dans votre cas, ne peut pas dégager du temps, c'est compliqué. C'est sûr qu'il faut qu'il soit à l'aise et qu'il connaisse la maladie, et qu'on soit au clair sur ce qu'il sait sur sa pathologie et la prise en charge.
Il faut qu'il y ait aussi une volonté de s'engager. Je rajouterais gratuitement ou bénévolement. Il faut que l'état de santé soit aussi compatible, en tout cas au moment où il commence, que la motivation soit là et qu'il y ait une capacité à respecter la confidentialité, puisqu'il fait partie à part entière de l'équipe. Quand on va déposer un programme d'éducation thérapeutique, s'il y a un patient expert dans la boucle, il va signer la charte de confidentialité, comme les autres, vous voyez rien. Ah ben voilà. Et puis les critères de sélection. Donc là, c'est quand on voit que notre patient est potentiellement éligible. C'est du bon sens, hein, ça. J'ai simplement noté. Mais effectivement, il faut que le patient il ait du recul par rapport à sa pathologie. S'il est en colère contre le système de santé, contre le médecin, etc., ou ça va être compliqué. Et ça ne sera pas productif. Donc il faut que le patient ait un certain recul, une capacité d'empathie, une capacité de s'exprimer, éventuellement en public, en groupe. Et puis souvent, ce qu'on souhaite, c'est que les patients aient déjà eux-mêmes fait un parcours d'ETP. Alors quand on crée le programme, vous allez me dire, bah oui, mais il n'existe pas, donc c'est difficile de le faire participer. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai dans mon service, c'est qu'on a on a plusieurs façons de faire, et quand on avait un patient d'emblée, eh ben, il a quand même fait les premières sessions, il les a fait avec les autres patients, sans dire qu'il était d'ailleurs patient expert de l'équipe. Et puis là, il y a des petits auto-questionnaires qui existent, où les patients, on peut déjà pré-remplir. C'est des outils qui existent, à savoir si on veut les utiliser ou pas, quand on se lance là-dedans. Ça, c'est Montréal, l'équipe de Montréal qui est très très en avance là-dessus, hein, qui disait attention, voilà, les comportements favorables ou défavorables. Donc ça, il faut vraiment être attentif à ça, parce que ça fait partie de l'équipe. Vous allez choisir les gens de votre équipe. Vous disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir des gens qui ont la même vision. C'est la même chose pour le patient expert. Et donc, il y avait ce petit coche aussi que je trouvais assez intéressante avec quelles semblent les compétences du patient. Et puis, on peut cocher, ça peut nous aider, nous, à nous guider pour essayer de recruter, je ne sais pas si c'est le bon terme, le patient expert. En tout cas, ce qui est très, très important, c'est d'avoir le même objectif. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'on ait le même objectif. L'équipe soignante, le patient expert, ait les mêmes objectifs. Alors, qui commente, c'est toujours pareil. Parfois, c'est dans les patientèles des médecins, mais ça peut être dans les patientèles des professionnels paramédicaux. Ça peut être aussi dans les associations de patients, qui sont en général très proactifs à ce niveau-là. Il y a même des équipes qui font des flyers de recrutement. Bon, ça va dépendre un petit peu de comment vous choisissez de faire les choses. Mais voilà, c'est le fait de le prendre dans sa patientèle. Vous connaissez en général bien votre patient, mais ça peut être aussi une difficulté du patient qui est votre patient, puis qui devient après un collègue. Donc, mais c'est des choses qui doivent être discutées avec le patient, hein, bien entendu. Alors, sa formation, c'est indispensable. C'est indispensable comme c'est indispensable pour les professionnels de santé. Au départ, en 2009, on n'avait pas besoin de se former en ETP. Puis en 2017, ils ont dit qu'il faut que tout le monde se forme, au moins 40 heures. Alors, ça alourdit beaucoup les choses, mais c'est très bien. Et si on peut se former en équipe, c'est encore mieux, en équipe ou en binôme, parce qu'on développe les mêmes choses et c'est super intéressant. Donc il y a des formations. Moi, en rhumatologie, on a formé les patients, c'était des formations nationales. Ils étaient formés et sur la pathologie pour remettre de donner le même message pour la pathologie, et puis sur l'éducation thérapeutique. Mais ça peut être aussi des formations que ETP. Et là, ça sera sur l'écoute active, les représentations, l'animation de groupe, enfin tout ce qu'on peut faire dans une formation d'éducation thérapeutique. La durée, oui, ça je l'ai dit, la durée réglementaire, c'est 40 heures, effectivement. Alors, des retours très intéressants, parce qu'en fait, le patient expert, il nous décentre. Il nous fait dézoomer. On n'est plus sur l'organe, on n'est plus sur la maladie, on n'est plus sur le patient, on est sur la personne. Donc, du coup, dans le diabète de type 1, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Chez les jeunes, par exemple. Dans les rhumatismes inflammatoires, on était hyper contents, nous, notre programme. Au départ, je n'avais pas de patient expert au début. Ils ont dit, mais c'est super, mais moi, un truc qui me pourrit la vie, c'est la fatigue. Puis quand j'en parle au médecin, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu, il ne sait pas quoi me dire. C'est vrai, on ne sait pas quoi dire. Et alors on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire comme atelier ? On l'a co-construit avec le patient, et c'est un atelier qui a beaucoup de succès. Parce que c'est une problématique des patients. Mais nous, comme on n'avait pas trop la solution, on y allait un peu reculons. Le VIH, physiopathe du VIH, comment le virus infecte les cellules, c'est pas ça qui est intéressant. C'est comment je fais quand je suis VIH et que je veux un enfant, comment je fais pour dire à mon conjoint que je suis VIH, c'est ça qui est important.
Dans le diabète de type 2, ça peut être dans les embûches de la vie quotidienne. Dans les maladies auto-immunes, dans notre service, on a beaucoup de programmes dans les maladies auto-immunes, ils nous ont dit, non mais il faut faire un truc sur la santé sexuelle. Alors on a dit, mais on est rhumatologue. Oui, mais alors bon, ok, on s'est formé, l'atelier sexuel, santé sexuelle, marche, et ça marche très bien. La greffe hépatique sur l'organisation du parcours de soins, compliqué. Les patients, c'est des parcours de fous dans les greffes. Et voilà, c'était une demande des patients. C'est comme ça que ça change. Et puis pour les patients, c'était les enfants, très bien, mais nous, en fait, on aimerait bien échanger entre parents. Parce qu'on est formé parents-enfants, mais jamais tous les parents ensemble. Donc en fait, c'est super de pouvoir avoir des patients, parce que voilà, les retours intéressants. Alors, moi, je coordonne plusieurs programmes d'éducation thérapeutique. Et dans ces programmes, je n'ai pas des patients experts pour tout, parce que c'est difficile de trouver des patients experts. Pour tous les deux, alors que je suis hyper motivée pour avoir des patients experts. Mais vous avez vu tous les critères, la disponibilité, voilà. Mais c'est tellement enrichissant. Et ça nous fait grandir, en fait. Le TP fait grandir, je trouve, la profession médicale, paramédicale, et de travailler avec les patients experts, c'est une expérience absolument géniale. Alors, je voulais partager encore une expérience, pas tout à fait dans le programme d'éducation thérapeutique, mais Delphine ayant partagé le début de l'histoire, il me semblait logique d'en parler également. Donc je voulais vous parler d'un échange, de quelque chose qu'on a mis en place à Strasbourg. Effectivement, l'UTEP a été créé en 2015. Alors il y avait 23 programmes, plein de séances individuelles et 500 séances collectives. Et moi, je venais de mon service de rhumatologie, on faisait que du collectif. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ils font pas de collectif dans les autres équipes. Bon. Et alors après, quand j'ai interrogé les équipes, ils m'ont dit, ouais, mais voulez-vous qu'on le fasse? La question était alors, mais vous faites où, voilà, vos ateliers? Et puis bon, animer des groupes, nous, on ne sait pas trop faire. Et puis les outils pédagogiques, voilà. Et puis, ouais, mais on sait bien, nos patients, ils nous demandent, nous, on aimerait bien l'activité physique. Bah oui, nous, on a une salle de consultation, rikiki, sans fenêtre. Et puis, ils aimeraient aussi rencontrer d'autres patients, mais voilà. Alors du coup, je savais qu'il y avait dans un rez-de-chaussée 500 mètres carrés d'un truc un petit peu moche qui était l'ancien centre de rééducation mais qui avait été vidé, le service avait déménagé. Donc on a demandé à la direction de savoir si on ne pouvait pas prendre cette salle. Alors vous voyez, on avait pris des pauvres chaises et des tables formica, enfin ce qu'on avait, voilà. Et donc on a fait une fast test, c'est-à-dire qu'on disait à toutes les équipes, si vous voulez faire du collectif, on vous prête ce super endroit. Et alors, à ce moment-là, on était très très gênés vis-à-vis des patients de les recevoir dans cet endroit. Et alors, les retours, c'était « Non, mais c'est trop bien ». Ah bon? Mais oui, parce que c'était pas du tout médicalisé. Et on était dans un centre où il y avait un panier de basket, des tapis, des boules, etc. Donc, on a commencé à regarder ce qui se passait du côté des soignants pendant toute cette phase test, du côté des patients aussi. Et on s'est rendu compte que d'avoir un lieu collectif, c'est peut-être pas mal. Alors, on a réfléchi, on a fait des petits groupes de travail, des focus group avec les patients, les soignants, en se disant, bon, comment on va faire? Et puis, on a postulé pour un prix, on a eu une prix d'innovation sociale, 2016. Donc, je vous dis, l'histoire, elle est longue. Et puis, on a gagné, donc on a pu travailler avec des designers. Les designers se sont immergés aussi avec les patients, aussi avec les soignants, en disant, bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Rêvons un peu. C'est difficile parfois à l'hôpital, mais là, on a réussi à nous faire un petit peu rêver. Tout ça, ça a été mûri auprès de la direction qui nous a dit, je le retiens comme projet prioritaire des hôpitaux universitaires. Donc, on va donner ce travail à la fondation de l'Université de Strasbourg et des hôpitaux pour qu'ils vous trouvent des sous, parce que l'hôpital n'a pas beaucoup de sous. Et donc, voilà, pendant ce temps, donc la fondation a travaillé. On a travaillé avec donc, les patients, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est vraiment une co-construction avec les patients et les soignants. Oui, c'est logique, on fait un espace pour eux. Il faut les intégrer. Il faut intégrer aussi les soignants qui vont les utiliser. Et tout ça pour dire que ça s'est finalisé en mai 2023. Vous imaginez, 2015, 2023, Donc voilà, alors il y a eu la période Covid qui a fait qu'on s'est pris 2 ans, au moins 2 ans où rien ne s'est passé. Et on a pu inaugurer notre maison de l'éducation thérapeutique. Alors cette maison de l'éducation thérapeutique, c'est beaucoup plus joli. Si vous voulez venir voir à Strasbourg, je vous invite, il n'y a pas de souci. Il y a des endroits vraiment en individuel comme le petit salon.
où on peut faire ces fameux bilans initiaux, faire de la discussion, enfin voilà, mais ça c'est vraiment de l'individuel. Et puis après, vous avez des espaces qu'on appelle apprentissage et partage, qui sont des lieux vraiment autour du patio de l'hôpital, donc pas loin de la verdure. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, nous, dans notre hôpital d'Haute-Pierre, de la verdure, mais là, on l'a eu, donc c'est très bien. On a on a un tableau blanc aimanté, on a des lieux d'activité physique, à peu près 100 mètres carrés pour faire de l'activité physique adaptée. Donc tout ça, c'est grâce aux mécènes qu'on a eu tout ça, notamment Decathlon, qui nous a donné absolument tout le matériel nécessaire. Tout ça, toutes les pièces sont équipées en visio. Donc on peut aussi, on a beaucoup de centres de référence dans les maladies rares. Tous les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc on est dans l'idée de développer, ça se fait encore un peu, mais pas assez, mais de faire des choses mixtes, des patients à distance et des patients en présentiel. Et on a une magnifique cuisine aussi. Une magnifique cuisine où il y a plein d'ateliers. C'est une salle qui a beaucoup d'intérêt. Aussi bien pour les enfants, les parents, on travaille beaucoup sur le handicap, enfin voilà, je pourrais dire plein de choses, mais je vois le temps qui tourne. Et en tout cas, ce lieu nous permet de développer des ateliers collectifs. Je n'ai pas montré, mais on a une pièce qui s'appelle la pédagothèque. Pédagothèque, c'est là où il y a les outils, donc peuvent être très spécifiques à la pathologie, mais qui peuvent être aussi surtout transversaux. La douleur, la fatigue, l'activité physique, le côté social, les émotions, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en commun. Donc c'est le grand challenge, c'est de développer la transversalité, parce que ça c'est possible aussi, les ressources. J'ai la chance, moi en rhumatologie, d'avoir une grande équipe de TP à des tout petits temps, mais avec vraiment beaucoup de professionnels différents, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et peut-être qu'en mutualisant, on peut offrir aussi plus de choses à nos patients. Voilà, donc ça c'est le prochain projet, enfin on est en train de développer tout ça à l'hôpital. J'en profite quand même pour remercier, parce que sans nos mécènes, c'est un projet à plusieurs millions d'euros, donc on n'aurait jamais pu voir ça à l'hôpital. Et puis, fort de cette expérience et de se dire que quand on met des patients experts dans les programmes, ça tourne mieux. Quand on implique les patients dans la réflexion de locaux, c'est super. Alors maintenant, on va créer une commission au sein de l'établissement pour essayer d'impliquer un peu plus encore le patient, même dans la politique de l'établissement. En tout cas, c'est mon idée. On va voir si on va y arriver. Là, actuellement, on est en train de recruter, puisque ça sera une commission mixte, soignant-soigné. Et l'idée, c'est aussi de valoriser tout ce qui est fait au sein de l'hôpital et d'aller un peu plus loin pour pouvoir non seulement pas recueillir que le critère de satisfaction quand vous êtes hospitalisé, mais d'en faire quelque chose. Donc voilà, on continue avec la fameuse expérience patient au CHU à Strasbourg. Alors je terminerai par vous dire que, comme dit Canguilhem, la maladie n'est pas une variation sur la dimension de la santé, elle est une nouvelle dimension de la vie. Alors, comme ce dessin que j'ai pris à Alain Gollet, que vous connaissez peut-être à Genève, de prendre les lunettes du patient, c'est super, parce que collaborer avec les patients, c'est une chance. Alors, saisissez-la. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sordet, pour nous avoir fait partager votre expérience. Ça met des étoiles dans les yeux. Est-ce que dans l'assistance, il y a des questions ? Oh. En tout cas, je vais juste refaire une remarque. On a eu là, en première partie d'après-midi, 3 topos sur la prise en charge globale des patients, en incluant les patients dans les stratégies de soins. Et ça fait beau de voir qu'on est au XXIe siècle, dans un pays développé, enfin, on y arrive. Donc je remercie les organisateurs d'avoir mis ces topos au programme, c'était très intéressant. Juste, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un de Metz. Alors l'équipe de Metz est venue nous rencontrer parce qu'ils ont peut-être un projet de faire l'idée, pourquoi pas, d'exporter la maison d'éducation thérapeutique à Metz. Mais ils en sont tout au début de la réflexion. En aparté. Oui, j'ai une question à vous poser. C'est concernant votre établissement, quelle place, entre guillemets un peu officielle, votre établissement a pour le ou la patiente experte ? Alors ça, c'est justement, ça, on n'a pas encore assez bien fait les choses. C'est pour ça qu'on va profiter de cette fameuse création de commission pour créer un statut.
Parce que pour le moment, les patients experts qui sont impliqués dans les programmes d'éducation thérapeutique signent une charte, une convention, on va dire. Plutôt une convention entre le patient expert qui est souvent dans une association de patients et l'hôpital. Mais on aimerait, nous, qu'ils aient un statut un petit peu plus important. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront rémunérés, mais déjà, vous voyez, tout simplement que ça ne leur coûte pas. Parce que les patients experts, ils se déplacent, ça leur coûte de l'argent. Nous, on a un parking payant. Donc, voilà, on aimerait travailler pour qu'ils aient un statut vraiment à part entière au sein de l'hôpital. Voilà. Mais ça bouge, mais ça bouge lentement. Et on a la même réflexion à la faculté de médecine, puisqu'on a quand même un certain nombre de patients maintenant qui enseignent aussi à la faculté de médecine. Donc on essaye de réfléchir en parallèle entre l'université et l'hôpital. Est-ce qu'au niveau de votre commission qualité, vous avez des représentants des usagers ? Oui. On a tout à fait. On a la commission des usagers, la fameuse CDU, mais cette commission expérience patient, parce que le terme reste encore à définir, eh bien, elle sera à côté. Ça sera complémentaire, ça ne sera pas à la place. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de partir pour la pause, quelques annonces. Donc, on voulait une de nos missions en tant que filière endométriose, c'est stimuler, renforcer la formation et la recherche, mais aussi pour assurer la suite. Donc, nos jeunes, bien former nos jeunes. Donc, on a voulu cette année donner des prix à nos jeunes qui s'investissent dans l'endométriose et ces travaux nous font progresser dans notre pratique, mais aussi pour le futur. Donc, on souhaiterait remettre les prix des communications. Tout d'abord, prix des meilleures communications orales qu'on va remettre à Alicia Karoff et à Camille Moret. Donc, si elles peuvent monter et les applaudir pour leur investissement dans l'endométriose. Et sinon, l'autre prix à remettre, donc ce prix, c'est pour la meilleure communication, c'est 300 € qui sera divisé entre les deux. Et le prix du meilleur poster est attribué à Axel Leck, qui a travaillé sur nutrition et endométriose. Donc c'est un poster que vous avez dû voir dans la salle à côté. Donc félicitations. Donc au niveau des présentations, ce sera là notre dernière session, ici dans cette salle. Donc pour la suite, la session 4 dédiée aux ateliers. Donc en petits groupes, ce sera après la pause à partir de 16h30. Donc en fonction de vos inscriptions dans l'atelier médecin, sage-femme, kiné, ostéopathe et radiologue, vous aurez les numéros des salles en bas à gauche, et en fonction de votre inscription, après la pause, vous pouvez vous orienter dans la salle qui correspond à votre inscription. Donc voilà, je vous laisse partir pour la pause et reprise des ateliers à 16h30. À 16h ? Oui. Donc on va reprendre un petit peu plus tôt, plutôt à 16h. On reprend à 16h pour les ateliers.